Le journal avec vous, Laura Latchamp. Bonjour Laura. Bonjour Damien, bonjour à tous. Dans l'actualité ce jeudi, de nombreux orages ont éclaté hier, faisant plusieurs dégâts. Après plusieurs jours de chaleur, de nombreux départements ont été touchés. On fait tout de suite le point avec Elisa Cléache. L'orage se déchaîne sur cette habitation. Forte bourrasque de vent, grêle, soirée, de fortes précipitations s'abattent du sud-ouest à la Bourgogne après plusieurs jours de canicule. En 3 heures, il est tombé l'équivalent de plus de 2 semaines de précipitations. Certains habitants ont été privés d'électricité. Depuis 21h, on n'a plus de courant à peu près. On a eu des coupures séquencées et là, plus de courant. Vu la tempête qui a été sur le village, je pense que ça a dû abîmer certaines lignes électriques. Les orages ne vont pourtant pas faire baisser durablement les températures. Dès demain, une nouvelle hausse est attendue, jusqu'à 41 degrés dans le sud-ouest. Et même si une petite accalmie est observée, il fera encore un peu chaud aujourd'hui. 75 départements sont placés en vigilance orange canicule. Les températures seront donc en légère baisse, mais toujours étouffantes. Et on vous retrouve, Matteo Ciaravino, pour LCI. Vous êtes à Bormes-les-Mimosas, où les vacanciers sont venus ce matin à la plage pour profiter un peu de la fraîcheur. Effectivement, Laura, vous le voyez derrière moi, c'est cet homme et son enfant en train de faire du paddle, venus profiter de cette fraîcheur qui est relative, je le précise, puisqu'il fait déjà 28 degrés actuellement à Bormes-les-Mimosas. Mais voilà, Morgane, on vous retrouve. C'est l'un des rares moments de la journée où on peut éviter cette chaleur suffocante. Oui, c'est ça, oui. On vient profiter de la plage tôt le matin pour prendre le petit déjeuner au frais et puis faire une grosse matinée. Et après, on rentre au chaud en général, enfin plutôt au frais dans les maisons pour éviter la chaleur et surtout le monde sur les plages. Parce que là on voit il n'y a pas grand monde sur les plages, donc on profite du calme et après on rentre vite à la maison. C'est ça. Et le matin, le paysage est souvent beaucoup plus sympa, plus beau. Il y a moins de bateaux, moins de monde sur la plage, moins de bruit. Donc c'est agréable. Et moins de différence de température avec l'eau. Oui, puisque vous faites bien de le dire, l'eau est déjà autour de 28 degrés. Donc il faut faire vite pour les vacanciers pour profiter de cette fraîcheur relative. Et les températures vont continuer à augmenter tout au long de la journée. On va atteindre les 36 degrés. Le département du Var est toujours classé en alerte orange, canicule. Et profitez-en également à vous. Merci à vous, Matteo Ciaravino, pour essayer avec les images de Camille Souhaut. Dans le reste de l'actualité, on vient de l'apprendre, l'Ukraine a tiré des dizaines de drones sur la Russie cette nuit. Regardez ces images. Une attaque qui a fait 3 blessés et provoqué des incendies dans 2 régions du sud du pays, notamment dans une raffinerie de pétrole. Une attaque qui survient alors que nous sommes à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska pour trouver des accords avec comme objectif un cessez-le-feu en Ukraine. La rencontre aura bien lieu à Anchorage. Et vous avez plus de précisions sur le lieu de cet échange, Hélène Bonnet. Oui, c'est officiel désormais, c'est à quelques mètres derrière moi dans cette base militaire qui se situe au nord de la ville d'Anchorage que va avoir lieu la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Un site très sécurisé, on a entendu ces dernières heures et vous l'entendez peut-être, les avions qui s'entraînent à voler à basse altitude et puis on voit les salariés qui travaillent sur le site passer les contrôles pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Tout est ultra sécurisé, demain l'espace aérien sera fermé pour l'occasion et puis surtout les yeux seront rivés sur Anchorage et ce rendez-vous crucial entre les 2 dirigeants. Plusieurs centaines de journalistes se sont accrédités pour l'événement. Et ce sera bien sûr l'événement à suivre sur LCI demain, journée spéciale Trump-Poutine, la rencontre décisive avec Darius Rochebin, Marie-Aline Melilly et Thomas Misraki. L'incendie exceptionnel survenu la semaine dernière dans l'Aude pourrait avoir une cause criminelle selon le parquet de Montpellier qui mène l'enquête depuis une semaine. Rappelons que plus de 17 000 hectares ont brûlé dans le massif des Corbières. 2 hommes soupçonnés d'être des complices du narcotrafiquant Mohamed Amra, sanglante de son fourgon pénitentiaire, ont été extradés hier du Maroc. Ils ont été mis en examen et écroués à Paris. Le point sur les profils des 2 hommes avec Raphaël Maillochon du service police-justice TF1 LCI.
Les deux sont suspectés d'être des rouages importants dans l'entourage de Mohamed Amra, dans son évasion sanglante au péage d'Incarville qui a coûté la vie à 2 surveillants de l'administration pénitentiaire. Ils ont été interpellés au Maroc au lendemain de l'arrestation de Mohamed Amra et après des semaines de négociations, des mois de négociations entre Français et Marocains, eh bien, ces 2 suspects qui échappaient jusque-là aux magistrats français sont arrivés sur le territoire national. Ils ont été extradés, présentés à un juge, mis en examen et placés en détention provisoire. Et puis tout autre chose à présent avec cette expérience unique et inédite. Dîneriez-vous avec des inconnus? C'est en tout cas ce que propose une application, Timeless c'est son nom. Elle permet d'organiser un repas dans un restaurant avec 10 personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Une manière de faire de nouvelles rencontres alors qu'en France, une personne sur 4 dit éprouver de la solitude. Simon Kremer. C'est en apparence un dîner comme les autres. Mais pourtant, les participants ne se connaissaient pas quelques minutes auparavant. Tous ont accepté le concept, se réunir pour un repas entre inconnus. Je voulais un peu changer, rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans les milieux que je fréquente d'habitude. Et je trouve que c'est intéressant de faire ça par des dîners plutôt que passer par des applis. Sortir un peu de ces cercles, parce qu'on a tous notre cercle amical, notre cercle familial et notre cercle professionnel, mais du coup on tourne tous dans nos mêmes cercles et ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Rompre avec la solitude, reconnecter avec les gens autour, autant de promesses formulées par l'application Timeless qui connaît un grand succès en ligne dont se félicite son fondateur. On a plus de 3 millions d'utilisateurs, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un vrai besoin. La solitude, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne fait plus de rencontres de manière naturelle, spontanée. On est tout le temps derrière nos téléphones. Timeless, c'est l'inverse de ça. C'est quelque chose de très simple qui vous permet, demain, si vous le souhaitez, de passer un moment avec des gens, rigoler, partager un bon repas. Et ça, c'est vraiment génial. Une réussite qui répond à un problème de santé publique. En 2024, un Français sur 4 affirmait se sentir seul. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Votre émission se poursuit sur LCI avec vous, Damien. Merci beaucoup, Laura, toute cette actualité. Intéressant, hein, ce sujet. Les Français de plus en plus seuls, un Français sur 4 qui est seul. Bon, on va repartir sur l'international, si vous le voulez bien, à 9h07 sur LCI. On est ravis d'accueillir Violetta Moscalou. Bonjour, vous êtes maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Oleg Koptsev, vous êtes professeur de géopolitique russe et d'histoire américaine à l'American University of Paris. Donc vous faites un peu les 2 casquettes, c'est ça qui est intéressant. Et l'Alaska fait le lien. Le lien, oui, absolument. Yves Gégaud est avec nous, ancien ministre, directeur de la publication de la lettre du Made in France. Bonjour à vous. Bonjour. Demain, sommet crucial, Poutine, Trump, que peuvent obtenir l'un et l'autre? Tout le monde parle d'un cessez-le-feu possible, ce serait déjà formidable. On va rejoindre tout de suite à Washington Sophie Chevalreau pour les enjeux et ce que pourrait obtenir Donald Trump. Après sa réunion avec les dirigeants européens, Donald Trump a répondu aux questions de la presse ici à Washington. Et si Vladimir Poutine ne veut pas arrêter la guerre, lui a demandé un journaliste, eh bien il y aura des sanctions sévères, a répondu le président. Mais quel crédit accorder à ces menaces de sanctions? Je vous rappelle que le dernier ultimatum lancé par Trump à Poutine a finalement été levé et s'est transformé en une invitation du président russe aux États-Unis. Un autre journaliste lui a demandé « Est-ce que vous pensez pouvoir convaincre Vladimir Poutine ?» Donald Trump a répondu « Écoutez, il est déjà arrivé que j'ai une très bonne conversation avec lui par téléphone et quand je rentre chez moi, j'apprends qu'il y a eu de nouveaux bombardements russes en Ukraine. » Donc là-dessus, Donald Trump s'est montré lucide. Vladimir Poutine a montré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune intention de mettre fin à son offensive en Ukraine. Qu'est-ce que le président russe pourrait exiger pour signer ce cessez-le-feu ? Et jusqu'où Donald Trump est-il prêt à aller face à lui pour se targuer d'avoir trouvé une solution à cette guerre? Oleg Koptsev, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce sommet? On sait que ça va être que le tout début du processus, hein, puisque Trump parle déjà d'une deuxième réunion dans la foulée. Bon, il faut pas oublier que dans de très graves affaires comme ce conflit, ça peut durer très longtemps, comme ça a été le cas de la guerre de Corée. Évidemment, presque personne ne s'en souvient, mais en tant qu'historien, je peux rappeler que ça a duré presque 2 ans pour arriver juste à un cessez-le-feu et une ligne... Donc ça ne va pas être immédiat, un cessez-le-feu? Non, certainement pas. C'est pour ça que Trump prévoit déjà une deuxième rencontre
peut-être avec Zelensky. Moi, ce que j'en attends, c'est simplement Trump et Poutine qui vont tâter le terrain, voir un peu ce que veut l'autre et ce que peut l'autre aussi. Oui, Je vais tâter le terrain, voir dans quel état d'esprit il est, Yves Gégaud. Oui, il y a deux thèses. Enfin, il y a Zelensky et les Européens qui disent au fond cessez le feu et après on discute. Et puis il y a Poutine qui dit non, mais on discute, on tombe d'accord et cessez le feu à l'issue des discussions. On va voir demain soir, ça va être intéressant, qui a gagné des deux. Ouais. Et je pense que si si Trump ne sort pas avec un cessez-le-feu, il considérera on considérera, le monde considérera que c'est une forme d'échec. Trump veut aller vite, lui. Je pense, mais il y a le prix Nobel de la paix. Ouais. Je pense que si on prend l'aspect psychologique, il veut être le peacemaker du 21e siècle, il veut le prix Nobel de la paix, c'est une espèce d'obsession chez lui. Regardez les réseaux sociaux de la Maison-Blanche, vous verrez que ce n'est que le message qui est passé autour de cette idée-là. Et effectivement, s'il obtient un cessez-le-feu, il dira j'ai fait le job, c'est fini. Parce que cessez-le-feu, fin du conflit, paix, c'est un peu la même chose. Et c'est fini, lui. Et maintenant on passe au business. Parce qu'il a évidemment ça derrière la tête. De toute façon, il y aura du business dans cette réunion, quoi qu'il arrive, et c'est sans doute d'ailleurs le business qui permettra peut-être d'avancer sur cet aspect. Non, demain soir, est-ce qu'on aura un cessez-le-feu qui permettra d'engager un long peut-être chemin pour aller vers la paix, ou est-ce qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu? S'il n'y a pas de cessez-le-feu, je pense que le président Trump ne sera pas content et que ça apparaîtra comme un échec. Et il peut claquer la porte, il l'a dit et redit. Il est capable de tout. Ouais, sur LCI, c'est toute la nuit que vous pourrez suivre le sommet, parce qu'il y a 10 heures de décalage horaire avec Anchorage. LCI sera en direct et en permanence là-bas, avec nos envoyés spéciaux, et ici en plateau. Violetta, les Ukrainiens sont inquiets de leur côté que Trump puisse se faire balader par Poutine? Les Ukrainiens sont lucides dans les deux cas, autant par rapport à Trump et que par rapport à Poutine. Par rapport à Trump, c'est intéressant de souligner l'évolution de la position entre vendredi dernier, quand il nous a annoncé ce sommet qui allait être l'acte de capitulation de facto. Et qui a fait oublier toutes les sanctions. Et effectivement, la stratégie de Poutine, c'était de monnayer le cessez-le-feu. Vous voulez que j'arrête de vous bombarder jour et nuit, donc vous me donnez les territoires et vous me faites toutes les concessions, vous signez un acte de capitulation. Et Trump, dans ses premières annonces, il semblait être aligné là-dessus. Maintenant, il faut souligner et saluer l'efficacité de la diplomatie européenne et ukrainiennes qui ont travaillé main dans la main pour quand même bien passer les messages, et on voit que la posture de Trump a vachement changé et bien plus elle a fléchi. Trump change souvent, c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison. Les Ukrainiens sont lucides là-dessus. Trump maintenant il part sur une rencontre exploratoire. Si je vois qu'il peut y avoir un deal, il y aura peut-être une autre rencontre avec Zelensky et tout ça. Mais Trump il veut son cessez-le-feu, mais il a compris qu'il peut pas donner des territoires ukrainiens en échange. Donc il s'apprête maintenant à proposer autre chose à Poutine. Est-ce que ça sera suffisant pour obtenir quand même ce cessez-le-feu? Il est prêt à enlever une partie des sanctions dans le secteur aérien. Il est prêt à lui faire quelques deals dans l'Alaska. Est-ce que Poutine va signer un cessez-le-feu en échange de ces propositions de Trump, mais qui ne se convergent pas avec ce qu'il souhaite? Ça, c'est autre chose. Et par rapport aux attentes des Ukrainiens par rapport aux Russes, juste rappeler le fait que les Ukrainiens ont une mémoire qui n'est pas amnésique et qui savent que depuis 2014, il y a eu 20 cessez-le-feu qui ont été signés avec la Russie, qui ont été tous violés par la Russie. Donc maintenant, on ne peut pas, ils ne se leurrent pas. Ils espèrent effectivement qu'on puisse arriver à un moment donné à un cessez-le-feu qui sera un premier pas vers une paix juste et acceptable et durable. Mais ils sont réalistes avec la Russie. Ils ont surtout confiance dans l'armée ukrainienne, beaucoup plus que dans les qualités de négociateurs. Ce qui est intéressant, c'est que depuis des jours, on dit alors il va obtenir ça, il va faire ça. Poutine, il écoute lui, mais il réagit pas. Il a tous les arguments et il les écoute. Regardez, je voulais vous montrer deux images. En Alaska même, dans cette église orthodoxe, parce que c'est le souvenir de la Russie tsariste. Il y a beaucoup d'églises orthodoxes là-bas, mais ils sont américains. C'est l'archevêque Alexis, qui est américain, qui est un Américain converti à l'orthodoxie.
Et vous voyez, ce sont essentiellement des indigènes, des autochtones de plusieurs Et on ethnies. prie pour le succès du sommet. Pour la paix, ils prient pour la paix. J'ai lu pour le cessez-le-feu. Ils prient, le communiqué officiel, c'est prière pour les 2 pays orthodoxes qui ne soient plus en guerre. Voilà, c'est très très neutraliste. Et puis je vous fais écouter des réactions d'habitants de l'Alaska. Nous avons été très surpris d'apprendre que Trump et Poutine allaient se rencontrer ici dans le Nord. Cela semble être un endroit logique parce que c'est assez central pour eux deux. Nous espérons simplement qu'ils pourront mettre fin à cette horrible guerre. Je pense qu'à ce stade, il n'existe aucun accord qui pourrait être conclu pour que la Russie reprenne l'Alaska et que peu importe l'accord que Trump et Poutine concluent ensemble, je suis impatiente d'en entendre parler, mais également anxieuse de voir ce qui se passera ensuite. Bon, étonnant, cette dame a peur que la Russie reprenne l'Alaska. Mais ça, c'est l'idée de... C'est peut-être le discours de Trump sur les échanges. Parce qu'il a eu ce mot... Non, bien sûr. Mais il a eu ce mot d'échange, et je pense que l'Alaska ayant été territoire russe il y a fort longtemps, c'est d'ailleurs un beau symbole qui est à cet endroit-là. Je pense que c'est un symbole pour les deux dirigeants. Mais je pense que c'est peut-être cette dame s'est fait peur ou a eu peur du mot échange porté par le président. Mais alors si l'Alaska devenait russe, ce serait un vrai événement mondial qui mérite tous les directs de LCI toute la nuit. On le voit mal. Malgré ce que dit la presse en Russie qui disent on s'est fait avoir 7 millions de dollars, c'était une clopinesse qui devrait payé en 1867. 1867, octobre 1867. Bon. C'était en fait le cadeau de mariage pour l'alliance presque officielle entre Washington et Saint-Pétersbourg. Washington, qui était le gouvernement Lincoln. Les Russes soutenaient en fait l'union contre les confédérés. Et l'Alaska, de manière, ils allaient la perdre parce qu'il n'y avait que 800 Russes pour tenir un territoire grand comme 4-5. Revenons à ce qui risque de se passer demain. Trump prévient déjà que si ça se passe mal, d'abord, il s'en ira, et puis écoutez la suite. La Russie fera-t-elle face à des conséquences si Vladimir Poutine refuse de mettre fin à la guerre après votre rencontre vendredi ? Oui, il y aura des conséquences, oui. Des sanctions financières ? Oui, il y aura de graves, très graves conséquences. Bon, là, on peut se dire, il est réaliste, Trump. Il dit, il y aura de très graves conséquences. Il prévient déjà Poutine qu'il va falloir trouver quelque chose, trouver un accord, pas arriver les mains vides. On remarque effectivement un certain durcissement de sa posture. Maintenant, est-ce qu'il ira jusqu'au bout ? Je pense qu'il va essayer de faire un deal en lui donnant quelque chose pour dire en échange le cessez-le-feu et tout. Maintenant, en face, il y aura un Poutine qui, s'il reste avec ses erreurs de discernement, pensant qu'il peut aller être jusqu'au boutiste et demander tout et penser que la Russie d'aujourd'hui se placer un pays héritier de l'ex-URSS, c'est vraiment le contre-pouvoir des États-Unis et qui peut se demander trop. Et s'il est trop gourmand, il risque de recevoir effectivement une réponse en boomerang et puis de fâcher Trump. C'est une rencontre en fait de deux alpha puissances, un mec alpha, comme on le dit. Et c'est pas. Ça va être quoi ? Ça va être une espèce de guerre d'ego en quelque sorte entre les deux hommes. C'est deux ambitions gigantesques. De dirigeants qui parlent au fond la même langue, ceux qui dirigent la planète et qui incarnent l'histoire, les pays, si on est dans leur psychologie. Il y en a un qui veut le prix Nobel de la paix, il y a l'autre qui veut agrandir son territoire. C'est ça leurs deux ambitions sur ce sujet. Et ça va être un grand jeu de bluff, de poker menteur, avec... Chacun risque de dire j'ai gagné. Avec d'un côté un bluffeur qui a pris le bluff dans l'immobilier et l'autre un bluffeur qui a pris le bluff au KGB. Donc c'est pas la même culture du bluff, mais moi j'aimerais beaucoup, et je pense que beaucoup aimeraient être petite souris pour assister à ces échanges qui vont être musclés. Tout peut en sortir.
Il peut en sortir des choses très positives et un processus positif, comme il peut en sortir un clash énorme, parce que l'imprévisibilité du président des États-Unis fait que il peut claquer la porte aussi et il peut partir fâché. Souvenez-vous, alors c'est pas le même personnage et c'est pas la même dimension, mais de Zelensky dans le bureau de la Maison Blanche, tout est possible demain soir et c'est un vrai pari. Je comprends d'ailleurs l'intention du monde entier sur cette réunion, parce que tout peut en sortir. Ça va être passionnant. Alors, en tout cas, on voit bien que c'est que le début du processus. On va réécouter ce que disait hier Emmanuel Macron, où il disait les échanges de territoire, tout ça, mais on n'en est pas là du tout. Rien ne devrait changer. Allons-y. L'a-t-on retrouvé le président depuis le fort de Brégançon, qui recevait la presse après avoir entendu Donald Trump, Volodymyr Zelensky et tous ses homologues. Bon, vous me dites si vous l'avez, sinon on continue. Les échanges de territoire, on le disait, bon, ça ce sera dans un deuxième temps. Mais c'est déjà un grand pas que les deux hommes se rencontrent quand même, Oleg Koptsev. Oui, c'est un grand pas, mais surtout, on parlait d'égos qui vont se confronter, mais c'est aussi deux égos qui se rencontrent et qui veulent reprendre la place de ce qu'on appelait les deux grands autrefois. Je pense que c'est ça le plus important. Ça y est, ce n'est plus « Make America Great Again », faites que l'Amérique soit grande à nouveau. Si cette conférence n'est pas un échec, Trump pourra dire « ça y est, j'ai rendu l'Amérique grande ». Et c'est le but aussi de Poutine, dire maintenant il faut compter avec la Russie. La Russie a retrouvé sa place comme un des deux grands, et puis les autres sont des figurants. C'est ça le but. C'est plus que les égos de Trump et Poutine, parce que derrière, il y a des millions et des millions de populations américaines et comme vous russes. dites, ça remet en place Poutine sur le devant de la scène, lui qui était quand même un pestiféré, qui fait l'objet des poursuivis par le tribunal pénal international, qui a fait des exactions, des crimes de guerre épouvantables en Ukraine. Tout d'un coup, il est fréquentable. Et oui, c'est évidemment, il se rachète une fréquentabilité, si je puis utiliser ce mot, grâce à Trump. Trump passe moins pour une espèce d'amateur et d'abruti si Poutine le prend au sérieux. Donc ce sont deux égos qui se confrontent, mais également deux égos qui se nourrissent l'un de l'autre. Mais surtout une chose, vous avez parlé de business tout à l'heure. Eh bien, il y a ça aussi. On voudrait un peu... Il y a des affaires. Alors Trump a des intérêts en Ukraine, il ne faut pas oublier Absolument, ça. Il a passé tous ses contrats avec de l'idée derrière la tête de Trump qui veut même récupérer les métaux rares en Ukraine occupée, dans le Donbass. On en est là. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Et puis n'oubliez pas, soirée spéciale, toute la nuit sur LCI, demain vendredi, sur cette rencontre au sommet Trump-Poutine. À tout de suite. Demain, journée spéciale sur LCI. Trump-Poutine, la rencontre. Avec Marie-Aline Mellihi, Darius Rochebin et Thomas Misraki. Vous ne manquerez rien de cette journée historique en Alaska. Nos meilleurs experts pour comprendre les enjeux de ce sommet et ses conséquences pour la guerre en Ukraine et les rapports de force dans le monde. Avec nos envoyés spéciaux en Alaska, à Washington, en Ukraine et à Moscou, nous suivrons au plus près cette rencontre déterminante. Trump-Poutine, la rencontre, un événement à suivre demain sur LCI, Canal 15. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple. Ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Chaque jour, des milliers d'animaux vivent dans la terreur. Maltraités, affamés, battus, torturés sans relâche par des maîtres sans cœur. Cette maltraitance mène parfois au pire. Face à toutes ces souffrances insupportables, vous pouvez agir. Devenez maître de cœur et donnez à ces animaux la chance d'une vie sans violence. Avec 10 € par mois, vous permettez à la Fondation 30 millions d'amis de les recueillir, de les nourrir, de les soigner et de leur redonner l'espoir d'une vie meilleure.
Ils ont besoin de vous. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 0805 21 30 30 ou rendez-vous sur maîtredecoeur.fr et recevez votre porte-clés Maître de Cœur. Nous ne savons pas si votre enfant se sent plus protégé par le T-Rex ou le stégosaure. Mais s'il a les fesses rouges, Bepanthen Pommade crée une barrière protectrice. Bepanthen Pommade, votre allié contre les fesses rouges de bébé. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Allez, 9h25, vous êtes bien sur LCI. On essaye d'analyser ce qui peut se passer demain au plus haut entre Poutine et Trump. On l'a compris déjà, si on commence à esquisser un cessez-le-feu, ce sera formidable. Ce sera des milliers de vies épargnées de part et d'autre. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron hier au sortir de sa réunion en visio avec Donald Trump, de dire pour l'instant, il n'est pas du tout question d'échange de territoire. Les questions des territoires occupés seront des éléments déterminants d'une négociation de paix. Elles sont inséparables des garanties de sécurité qui sont apportées au reste du territoire ukrainien et à l'Europe, et qu'elles ne peuvent être discutées sans la présence du président ukrainien autour de la table. Il n'y a pas aujourd'hui de manière sérieuse des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table. C'est intéressant ce qu'il dit, Violetta. Il dit, pour l'instant, c'est pas sérieux ces histoires d'échange de territoire. D'abord, échange contre quoi du côté de la Russie, qui n'a fait qu'occuper l'est de l'Ukraine. Effectivement, donc l'évolution de la posture de Donald Trump sous l'influence et les échanges avec l'Europe et l'Ukraine, elle est remarquable en fait. Donc quand aujourd'hui on dit les échanges de territoire indissociés de garanties en face, et il y a autre chose aussi qui était très importante. Mais c'est une escroquerie ce terme d'échange de territoire, quand vous êtes envahi. Les négociations sur les territoires, pardon, mais un échange de garanties en face. Moi, je voulais juste souligner un point important, c'est que Trump a rassuré et a redit que les États-Unis feront partie des mécanismes de garantie aux côtés de la coalition de volontaires en fait des Européens. Ça ne sera pas dans le cadre de l'OTAN parce que c'est un peu comme un torchon rouge en fait pour les Russes. Pour Poutine, ouais. Donc, ça ne sera pas dans le cadre de l'OTAN. Mais les États-Unis voudront s'impliquer. Ils vont s'impliquer, ça a été dit, et J.D. Vance a même participé à la réunion de la coalition des volontaires pour la première fois, donc la présence des États-Unis dans cette coalition de volontaires. Donc ça, c'est pour moi une avancée très importante dans le sens où il ne donne pas les signes de vouloir abandonner l'Ukraine, se retirer complètement du processus, bien le contraire. Et ça ne doit pas plaire au Kremlin. L'histoire des garanties pour l'Ukraine, Yves Gégaud, c'est fondamental. On voit bien qu'il est en train de se bâtir un paysage, une boîte à outils qui est en train de se remplir pour aller, on l'espère, vers la paix. Mais le président Macron l'a dit, il a raison. Enfin, toute question territoriale ne peut se résoudre s'il n'y a pas en même temps et avec une force absolue une garantie du maintien de ce qui serait dans un accord. Si c'est pour dire on prend déjà ça comme territoire et demain de repousser les troupes russes pour avancer à nouveau, ça ne peut pas marcher. Donc cette affaire des garanties, elle est très importante, et vous avez, Violetta, a raison de souligner que les États-Unis, là, semblent dire on sera présent, on sera là, on ne va pas laisser tomber, on ne va pas dire... Parce que J.D. Vance avait dit un peu le contraire. Il avait laissé entendre que les Européens auront qu'à se débrouiller sur Fox News ce week-end. Moi, je trouve qu'il se met en place, en tout cas depuis quelques jours, qu'on suit ça heure par heure et déclaration par déclaration, un paysage qui met en place tous les leviers pour y arriver. La vraie question, c'est est-ce que à Anchorage, demain, Poutine rentrera dans ce process ou est-ce qu'il refusera de rentrer? Et refuser de rentrer, ce sera simple, ce sera dire pas de cessez-le-feu. S'il dit pas de cessez-le-feu, ça veut dire qu'il ne veut pas rentrer dans ce processus et qu'on revient à la situation hantée. Mais il est obligé d'amener quelque chose. Enfin, il ne peut pas venir les mains vides. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit obligé d'amener quelque chose. Qu'est-ce qui l'oblige? Pourquoi est-ce qu'il serait obligé d'amener... Quand vous faites une négociation, il faut que chacun fasse un pas. Il est pas... Je n'ai pas le sentiment qu'il est d'abord apte à la négociation. Il a dit moi, je ne veux pas cesser le feu avant d'avoir tombé d'accord sur l'ensemble. Il peut parfaitement dire écoutez, on n'a pas abordé le fond, donc moi, pas de cesser le feu. Je rentre dans mon pays et je continue à faire ce que j'ai à faire. Et là, la question se posera, si c'est cette hypothèse-là, du président
des États-Unis. Est-ce qu'il actionne des sanctions? Effectivement, la fragilité économique de la Russie est avérée, et les menaces de sanctions sur les pays qui achètent de l'énergie russe, elle est quand même très puissante. Énorme. Très puissante sur ce sujet. Et si Trump l'actionne, effectivement, il y aura là un vrai problème russe. On voit bien tous les scénarios possibles. Moi, je ne sais pas lequel va se dérouler. Ah, mais ça va être passionnant demain soir. Mais ça va être absolument passionnant. Ouais. Et je pense que, pour moi en tout cas, l'analyse, c'est s'il y a un cessez-le-feu, c'est qu'on s'engage sur une voie qui peut-être sera longue, mais est plutôt positive. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, c'est qu'on revient, les dés devront rouler à nouveau et que ça n'aura servi à pas grand-chose. Alors, je vous donne la parole tout de suite. Je vous fais écouter le président Zelensky. Pour lui, c'est clair, Poutine bluffe et va continuer à bluffer. J'ai dit au président américain Donald Trump et à tous nos collègues européens que Poutine bluffait, qu'il essayait de faire pression sur tout le front ukrainien avant la réunion en Alaska et que la Russie essayait de démontrer qu'elle pouvait occuper toute l'Ukraine. J'ai dit également que Poutine ne souhaite absolument pas la paix. Il veut l'occupation de tout notre pays, et nous le comprenons tous. Poutine ne pourra tromper personne. Nous devons exercer une pression accrue en faveur de la paix. Des sanctions non seulement américaines, mais aussi européennes. Voilà, intéressant, hein, ça veut dire que pendant ce temps-là, la Russie fait le forcing pour conquérir le maximum de territoire, et puis on en parlera un peu après, et ressort la carte nucléaire, hein, ça c'est tous les 15 jours. Oleg Koptsev, il a raison, Zelensky ? Oui, bien sûr, oui, Poutine voudrait, mais je mettrais au conditionnel, voudrait toute l'Ukraine. Maintenant, un compromis est toujours possible. Est-ce Poutine ne bluffe pas? Poutine fait du chantage. C'est un petit peu différent. Je ne sais pas si ça, on le saura demain. J'ai pas entendu ce que disait Zelensky en ukrainien. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais c'est pas du bluff. C'est simplement de la pression. Et puis, il ne cache pas ses cartes. C'est très clair. Il bombarde. Et il essaye de continuer à avancer ses troupes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça revient très cher. Et il y a des choses beaucoup plus lucratives et intéressantes d'un point de vue financier. Ouais. Et j'en reviens au business. Une des cartes que Trump peut apporter, ou le cadeau que Trump peut apporter sur la table, c'est l'Alaska. C'est la côte, c'est un rivage de 1700 km sur l'Arctique, et un certain pouvoir qu'a les États-Unis sur le Canada, où au passage il y a 4% de Canadiens qui sont d'origine ukrainienne et qui pèsent beaucoup sur la politique d'Ottawa. Et s'entendre avec Trump pour se débarrasser, pardonnez-moi de l'expression, pour se débarrasser du dossier ukrainien, ça permettrait de s'occuper de choses beaucoup plus lucratives, dont le développement de l'Arctique, qui était en train de s'envoler avant cette guerre. Et puis il y a beaucoup d'autres affaires. J'ai cité tout à l'heure c'est intéressant ce que vous dites. En Ukraine. Se débarrasser de la question de l'Ukraine, voilà, pour parler gros sous. Parce qu'on a vu, il y a une chose, c'est que Poutine quand même s'aperçoit que c'était pas très rentable cette affaire d'un point de vue purement financier. Il ne faut pas oublier que nous avons maintenant affaire, et vous l'avez dit tout à l'heure, on a affaire à des businessmen après tout. Évidemment. Ce n'est plus que, bien sûr, Poutine a des grands rêves géostratégiques, il pense qu'il est le nouveau Staline, un peu plus politiquement correct, mais ce n'est pas Brejnev, c'est beaucoup plus, c'est quand même un businessman, plus comme Trump que ses prédécesseurs soviétiques. On va faire un petit exercice, si vous le voulez bien, pour voir si vous êtes bien au point sur l'actualité. Qui a dit, vous connaissez le principe, regardez, qui a dit, allons-y, verbalement, les Européens soutiennent les efforts diplomatiques de Washington et Moscou pour résoudre la crise ukrainienne, mais en réalité, l'Union européenne les sabote. On ne répond pas tout de suite, on répond. Allez-y, répondez. Je crois que c'est un porte-parole russe qui a dit ça. C'est exactement ça. C'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ushakov, c'est ça ? Voilà, et qui dit, Fadeev, qui dit que l'Europe est là pour saboter les pourparlers. Bon, c'est une posture. Pour retirer l'Europe de l'équation. Parce que c'est ça que veulent les Russes, c'est que l'Europe ne se mêle pas de ça, surtout. Disons que ce genre de prise de parole, c'est
le Twitter ou le True Social de Poutine. C'est-à-dire que lui, il n'est pas sur les réseaux, mais il fait s'exprimer ses porte-paroles qui disaient aussi que l'avis des Européens n'avait aucune importance sur ce sujet. Tout ça, c'est de la posture de pré-négociation. C'est pas le fond. Le fond de la question n'est pas là, évidemment. Le fond de la question, c'est intérêt militaire, intérêt diplomatique et intérêt économique. Ouais. Et comment ça va peser dans la balance? Est-ce que l'économie russe, qui est en train de se restreindre et qui rentre dans une période beaucoup plus difficile, est-ce que Poutine va ne pas faire le choix de prioriser l'économie par rapport au reste, tout ou en partie? Et effectivement, qu'est-ce que Trump peut apporter, notamment sur cette... Ah ben ça, on va le savoir en partie demain. Donc, je pense qu'il y a la façade, il y a les discours, il y aura les images, mais il y a la réalité derrière, et que la réalité derrière, c'est gros sous contre la paix. Voilà. Ce qui est intéressant quand même, si on reste un peu sur l'Europe, parce que l'Europe existe quand même. Hier, elle a provoqué cette réunion pour voir Trump, pour voir avec Zelensky. Et là aussi, l'Europe dit, nous aussi, on a des moyens de rétorsion sur Poutine. On peut faire pression. Écoutez le chancelier allemand et le Premier ministre britannique. Cette stratégie doit continuer à miser sur un soutien fort à l'Ukraine et une pression accrue à l'encontre de la Russie. Si la Russie ne change pas ses positions en Alaska, alors les États-Unis et nous, Européens, devront augmenter la pression sur la Russie. Il est important de rappeler à nos collègues que nous sommes prêts à accroître la pression sur la Russie, en particulier sur l'économie par le biais de sanctions et de mesures plus larges si nécessaire. Et dernière information, Volodymyr Zelensky, qui hier était à Berlin, sera dans moins d'une heure maintenant à Londres pour rencontrer Keir Starmer, le Premier ministre britannique. La Russie essaye de nous retirer de l'équation là, que l'Europe n'existe pas. Mais l'Europe a un vrai poids, oui ou non? Tout à fait. Ou on se fait des idées? L'Europe, c'est 1/5 de l'économie mondiale, c'est sûr que c'est un poids. Les sanctions et les intérêts économiques que vous aviez mentionnés tout à l'heure, il faut souligner le fait que le timing aujourd'hui n'est absolument pas le bon pour faire des cadeaux à Poutine, parce que les sanctions, quand on les met en place, ça n'a jamais un effet immédiat. Ça prend du temps. Et maintenant, 3 ans et demi après le début de la grande invasion à grande échelle, la Russie va mal, en fait, avec des prévisions de croissance évaluées à 0,9% pour 2025, en fait, par leur banque centrale. C'est pas florissant. C'est pas florissant, c'est une contraction. Il y a des restrictions, réductions des contrats, les contrats de travail, par exemple, dans le secteur automobile, ils passent à des contrats des semaines de 4 jours. Ça veut dire automatiquement 20% de salaire en moins, en plus de l'inflation. Et des automobiles, donc, vous avez vu, ils sont obligés de réduire tous les équipements parce qu'ils n'ont plus de puces électroniques. Donc les sanctions marchent, en fait. Donc c'est pour ça les intérêts économiques pour Poutine, ça compte aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que nous, on parle ici avec une rationalité qui est la nôtre. Vous dites intérêt diplomatique, militaire, économique et tout. Qu'est-ce qu'il va prioriser? Le problème, c'est sa folie dans la tête où lui, il se voit le Volodymyr le Grand qui a restauré la grande Russie avec l'influence au-delà de l'Union soviétique, l'Empire soviétique, la Russie tsariste. Et ça pèse aussi dans la tête d'un gars comme Poutine. En fait, c'est ça qui est le plus dangereux aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas dans la rationalité qui est la nôtre. Il est incontrôlable, il est imprévisible. Comme le président américain. Voilà. Non, non, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il est prévisible. C'est un businessman. Il veut le pouvoir. Violetta a raison. Il veut du pouvoir géostratégique, mais on oublie toujours un élément. Il est absolument persuadé que c'est lui la victime, comme une grande portion, et je pense que Violetta sera d'accord avec moi, comme des millions et des millions de Russes, et ils ont dans la tête, et ils ont été éduqués comme ça, avant même un peu avant la Révolution. Il est complètement dans l'inversion des responsabilités. Absolument, ils sont certains. C'est un peu, si vous voulez, comme beaucoup d'Israéliens. On bombarde Gaza à outrance en étant persuadé que c'est purement défensif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de terroristes comme le Hamas. Là, on est dans un autre, schéma. Hein. On a vu ça avec les Serbes également. Il faut dire qu'ils avaient sûrs de leur bon droit. Ils avaient été victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale de génocide
dont les Croates étaient complices. Ils étaient certains qu'ils étaient dans un système défensif en commettant des génocides contre Bosniaques et Croates. Et Poutine Poutine est prévisible. Dans la mesure, il faut comprendre que dans sa tête, il défend la Russie. C'est des attaques préemptives qu'il fait. Intéressant. C'est ça qui est très prévisible. Si vous le voulez bien, on va aller à Kiev ou Kiev tout de suite rejoindre Marianne Kotonov. Merci Marianne d'être avec nous, avec Marine Truchot à vos côtés. Qu'est-ce qu'en espèrent les Ukrainiens que vous avez interrogés autour de vous de cette rencontre au sommet demain ? Écoutez, les Ukrainiens, ils n'en espèrent pas grand-chose. Ils sont très pessimistes parce que ils voient bien que le Donald Trump peut changer d'avis comme il change de chemise. Donc c'est très compliqué pour eux. Ils n'ont aucune confiance en Poutine. Ceux qui nous disent, la plupart nous disent, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on arrive à un cessez-le-feu, Poutine ne le respectera pas. Et dans 6 mois, dans 1 an, ça recommencera parce que c'est une guerre existentielle pour conquérir toute l'Ukraine et pas juste pour conquérir le Donbass. Donc de toute façon, ça, ils n'en ont vraiment... Ils n'en attendent pas grand-chose, c'est vraiment le pessimiste. Et puis surtout, ils disent de toute façon, en plus, Volodymyr Zelensky n'est pas à la table des négociations, ce qui pour eux est complètement sidérant. Il y avait un militaire hier matin qui nous disait, mais vous savez, c'est comme si moi, dans mon appartement, on entrait dans mon appartement et on me disait, voilà, en fait, maintenant c'est mon appart et je te prends la chambre, la cuisine, c'est à moi. Donc il dit, c'est complètement ahurissant. Donc en fait, ici, c'est beaucoup de pessimisme. Mais ils ont quand même compris que ce n'est que le début d'un processus. Donald Trump lui-même a dit qu'il va y avoir très vite, peut-être dès la semaine prochaine, d'autres réunions où on pense que Volodymyr Zelensky sera là. Oui, mais en même temps, vous savez, ça fait longtemps aussi que Donald Trump dit qu'il va finir la guerre en Ukraine en 24 heures. Après, c'était en 3 mois. Après, il a déjà promis aussi des réunions tripartites qui n'ont jamais eu lieu parce qu'en fait, Poutine, lui, ne veut pas... ne veut pas rencontrer Volodymyr Zelensky parce qu'il estime que c'est pas de son niveau. Poutine, il veut être reçu par les grands de ce monde, par les États-Unis, par la Chine, mais pas par l'Ukraine qu'il estime en dessous de lui. Donc de toute façon, ici, les Ukrainiens n'y croient pas beaucoup. Bien sûr que c'est le début, mais pour le moment, ça n'a pas avancé d'un iota. Toutes les réunions qu'il y a eu en Turquie, les réunions qu'il y a eu dans les Émirats, tout ça n'a servi pour le moment à pas grand-chose. Il faut bien l'avouer, parce que les grandes villes ukrainiennes continuent d'être bombardées et les Russes continuent à avancer. Et quand on voit ce qui se passe sur le front Est, les Ukrainiens ont de quoi s'inquiéter et ont de quoi être pessimistes. Merci beaucoup Marianne. Marianne avec Marine Kotonov, Marine Truchot. C'est vrai que ces réunions ont surtout servi à des échanges de prisonniers. Bon, c'est déjà ça, mais est-ce que vous comprenez les Ukrainiens dans cette affaire qui se sentent un peu floués en disant alors attendez, ils se réunissent à deux, nous c'est quand même notre territoire, c'est notre pays et on n'est pas là. Vous savez, il y a cette phrase qui ressort beaucoup actuellement qui dit que si vous n'êtes pas autour de la table, vous êtes au menu. C'est exactement ce que pensent les Ukrainiens. C'est au fond de se dire on va être les dindons de la farce, on va régler des affaires économiques, des affaires diplomatiques mondiales sur notre dos et on va nous dire c'est à prendre et à laisser. Je trouve que ce qui s'est passé hier avec ces entretiens avec l'Union européenne, même si je regrette que l'Union européenne n'ait pas plus de force politique et diplomatique, a quand même un peu inversé les choses et que les déclarations du président américain qui dit je suis prêt aux sanctions, on sera dans les garanties, sont plutôt des signes positifs. Oui. C'est plutôt de dire non, mais c'est pas le schéma de 1938 qui se reproduit, c'est pas la jurisprudence Munich, on va décider de votre territoire sans vous. Rappelons-le, en 1938, les Anglais, les Français, les Italiens et les Allemands ont décidé de donner les Sudètes à Hitler, sans même qu'il y ait de guerre, sans que la Tchécoslovaquie soit présente. Donc je pense que cette peur-là, elle s'est un peu effacée par les discours d'hier. Mais il faut comprendre les Ukrainiens qui sont les victimes ou la variable d'ajustement d'enjeux qui ne sont pas ceux de leur propre territoire. Donc il est logique qu'il y ait cette réalité. J'ajoute une chose, c'est que moi je pense qu'on ne souligne pas assez le côté exceptionnel de Zelensky. Sans Zelensky, il n'y aurait plus d'Ukraine.
Il n'y aurait plus d'Ukraine. Beaucoup le comparent à De Gaulle. Je vois Violetta dire. Mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Zelensky, c'est l'incarnation du peuple ukrainien. Vous avez raison. Je termine, il a réagi. Violetta, si vous le permettez. Oui. Ça aurait été sans doute beaucoup plus difficile sur ce sujet. Et cet homme est d'une résistance et d'une capacité à ne rien lâcher qui est tout à fait exceptionnelle, à l'image effectivement du peuple et des soldats sur le front. Et qu'il faut saluer cette volonté des Ukrainiens de ne pas céder, et je pense que c'est ce qui impressionne aussi positivement, non seulement l'Europe, mais aussi Trump. Évidemment. Zelensky, effectivement, est l'incarnation du peuple ukrainien. En même temps, il ne faut pas héroïser Zelensky. Les Ukrainiens savent très bien que ce n'est pas un ange, et ils ont des questions à lui poser aussi du point de vue de la politique intérieure, mais qui seront posées en temps voulu, quand il y aura cessez-le-feu, quand la guerre sera arrêtée. Oui. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas réagir à la fait que sans Zelensky, il n'y aurait pas eu d'Ukraine. Si les Ukrainiens ont résisté sur l'Euromaïdan face au Berkout et avec Yanukovych, avec toutes les menaces qu'il y avait. Et à l'époque, les hommes ukrainiens n'étaient pas prêts à prendre les armes, ils n'étaient pas prêts à faire la guerre dans la tête. Donc en 2014, l'Ukraine a résisté et Zelensky n'était pas là, il n'était pas présent sur le Maïdan en fait. Donc en 2022, l'armée ukrainienne était prête à résister et Zelensky, il s'était aligné complètement, parfaitement avec sa nation. Et c'est là, effectivement, il incarne un bon président. En tout cas, il fait le job. Allez, tout à fait. On se retrouve dans quelques minutes, si vous le voulez bien, et on va voir maintenant du point de vue de la Russie. Qu'est-ce qu'attend Poutine? Qu'est-ce qu'il peut amener et qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer d'être compris par Trump? À tout de suite. Demain, journée spéciale sur LCI. Trump-Poutine, la rencontre. Avec Marie-Aline Mellihi, Darius Rochebin et Thomas Misraki. Vous ne manquerez rien de cette journée historique en Alaska. Nos meilleurs experts pour comprendre les enjeux de ce sommet et ses conséquences pour la guerre en Ukraine et les rapports de force dans le monde. Avec nos envoyés spéciaux en Alaska, à Washington, en Ukraine et à Moscou, nous suivrons au plus près cette rencontre déterminante. Trump-Poutine, la rencontre, un événement à suivre demain sur LCI, Canal 15. Un pare-brise fissuré? Faites comme ma cliente, venez chez Carglass. On a plus de 150 000 pare-brises en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé, et comme toujours quand on remplace, sa voiture, elle l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Activez NordVPN. Évitez les trackers, les sites web dangereux et les logiciels malveillants dans les téléchargements. Non mais là je suis prêt. Couverture plastifiée. Et ouais, donc je peux vous dire que je vais résister aux cours de maths bien plus longtemps que vos enfants. Le cahier Esquisse à seulement 80 centimes en exclusivité chez Leclerc. Toutes les fournitures scolaires sont à prix Leclerc. Leclerc. Le crack iconique de Magnum, enfin en cône. Découvrez les nouveaux cônes Magnum. Le plaisir gourmand par excellence. Magnum, fidèle au plaisir. Chaque jour, des milliers d'animaux vivent dans la terreur. Maltraités, affamés, battus, torturés sans relâche par des maîtres sans cœur. Cette maltraitance mène parfois au pire. Face à toutes ces souffrances insupportables, vous pouvez agir. Devenez maître de cœur et donnez à ces animaux la chance d'une vie sans violence. Avec 10 € par mois, vous permettez à la Fondation 30 millions d'amis de les recueillir, de les nourrir, de les soigner et de leur redonner l'espoir d'une vie meilleure. Ils ont besoin de vous. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 0805 21 30 30 ou rendez-vous sur maîtredecoeur.fr et recevez votre porte-clés Maître de Cœur. Besoin de changer de sol? Chez Leroy Merlin, on a des petits prix toute l'année pour tous vos projets. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
9h48 sur LCI, rencontre cruciale demain, Trump-Poutine. Que risque-t-il de se passer ? D'abord, on va planter le décor en retrouvant notre envoyée spéciale Hélène Bonnet qui est à Anchorage, en Alaska. Écoutez. Oui, c'est officiel désormais, c'est à quelques mètres derrière moi dans cette base militaire qui se situe au nord de la ville d'Anchorage que va avoir lieu la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, un site très sécurisé. On a entendu ces dernières heures, et vous l'entendez peut-être, les avions qui s'entraînent à voler à basse altitude, et puis on voit les salariés qui travaillent sur le site passer les contrôles pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Tout est ultra sécurisé. Demain, l'espace aérien sera fermé pour l'occasion, et puis surtout les yeux seront rivés sur Anchorage et ce rendez-vous crucial entre les deux dirigeants. Plusieurs centaines de journalistes se sont accrédités pour l'événement. Hélène Bonnet avec Morgan Pope à Anchorage pour LCI. Si on se tourne maintenant du côté russe, parce qu'on a beaucoup parlé de Trump, de Zelensky, des Européens, du côté russe, comment est-ce qu'il prévoit cette rencontre ? Comment il la voit ? Regardez, déjà il y a un clip sur la principale télé russe qui tourne en boucle. I expect to have a meeting with Putin. I think it'll be good. Voilà, grosse musique, on sent qu'ils y accordent de l'importance. Que dit ensuite la télé russe ? Qu'est-ce qu'elle espère de ces accords à venir ? Écoutez-la à nouveau. Je suis complètement convaincu que tous les endroits où les soldats russes ont marché seront gardés par la Russie et ne seront pas remis en cause. Je suis sûr que c'est la ligne rouge et que nous avons convenu de ne pas la franchir. C'est notre ligne rouge. Oleg, c'est intéressant ce qu'il dit. Tous les endroits qui ont été foulés par un soldat russe, on garde. Oui, bien sûr, la télé russe est dans son rôle. Il ne faut pas oublier que la télé russe propagande est un petit peu plus que la propagande. C'est-à-dire c'est un peu le petit grand papier de Poutine, la presse russe en général, ou des individus comme l'ancien président Medvedev. C'est un peu le pitbull qui est en laisse pour faire peur à celui ou ceux avec qui on va négocier. Mais là, on a compris qu'ils lâcheront rien du point de vue territoire. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent, c'est l'argument avec lequel ils vont arriver en Alaska. Maintenant, encore une fois, tout est négociable. Ce avec quoi Trump arrive, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette base d'Elmendorf. Moi, j'ai visité cette base, j'ai eu la chance. La base à Anchorage, on va avoir la rencontre. C'est quelque chose d'immense que quelqu'un qui prépare un film de James Bond dans les années 60 n'imaginerait même pas. C'est grand comme presque Paris. Et même le Grand Paris, avec des technologies absolument inouïes, qui ont en général 20 ans d'avance. Quand Poutine va voir ça, il va comprendre qu'il vaut mieux avoir l'Alaska et les États-Unis à qui elle appartient de son côté. Contre quoi ? Contre les Chinois, parce que en ce moment, c'est les grandes ambitions dans le Grand Nord en général. C'est la Chine qui les a. C'est ce troisième élément qui vient tout perturber. Mais là, ça permet un peu à Trump de refaire ce que Nixon avait fait en jouant les Chinois contre les Russes. Là, il fait le contraire. Il joue les Russes contre les Chinois. Pour mieux régner. Diviser. Disons, créer des alliances ou plutôt des rapprochements pour faire pression sur l'autre. Il ne faut pas oublier que pour Trump, le grand ennemi, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Maintenant, ça, c'est un avantage dont peut jouer Poutine. Poutine pourrait même faire éventuellement quelques concessions, parce que ça pourrait... l'avenir du 21e siècle va se jouer en grande partie en Arctique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas sérieux de le dire, mais tous les généraux qui ont été sur ce plateau sur LCI ont été d'accord. Nous avons fait déjà plusieurs émissions là-dessus. Ouais.
Alors, je vous fais réécouter quand même le point de vue russe, parce que c'est important. On ne peut pas parler d'une négociation si on parle que du côté occidental. Porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, encore lui, vous allez voir, pour lui, la négociation, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a peut-être pas lieu d'inventer quoi que ce soit. La composition territoriale de la Fédération de Russie est fixée dans la constitution de notre pays. Cela dit tout. Quant aux objectifs de la délégation russe pour les pourparlers en Alaska, ils sont dictés par les intérêts nationaux de la Russie. C'est intéressant là ce qu'il dit. Il dit les 4 oblasts, ils sont déjà en constitution ukrainien. Il y a rien à négocier. C'est comme ça. C'est ça. Mais il considère, parce que ça a été inscrit dans la constitution russe, que maintenant on ne peut pas parler Zelensky quand il dit qu'il y a la constitution ukrainienne et qu'il ne l'autorise pas. J'entends même des fois certains experts dire oui, mais c'est constitution contre constitution. Attention, on ne peut pas mettre aussi une égalité entre le fait que ça a été occupé en violation de droit international quand les Russes sont venus agresser, et ensuite ils ont inscrit ces terres dans leur constitution, sachant qu'ils n'occupent même pas en entier aucune des 4 régions en fait. Donc c'est pas du tout équivalable. Donc il y a un droit international qui a été violé, et que céder maintenant, c'est faire en sorte de donner un message que le 21e siècle, ça sera la loi du plus fort. En même temps, on l'a vu avec ce que vous avez montré autour des Ukrainiens, on le voit avec ce que vous venez de montrer sur les Russes, chacun rappelle ses positions. Chacun rappelle ce qu'il appelle ses lignes rouges, qui sont aujourd'hui antagonistes, qui ne permettent pas aujourd'hui, si on écoute les Ukrainiens, Zelensky d'un côté et les Russes de l'autre, on se dit ça marche pas. Mais totalement incompatible. C'est totalement incompatible. Certains disent on ne cédera pas de territoire, d'autres disent mais c'est même plus un sujet, ces territoires sont déjà à nous. Regardez les 4 oblasts. Donc il n'y a pas de compatibilité. C'est là où évidemment pour faire la paix ou pour arriver à un accord, c'est que chacun devra sans doute faire un pas vers l'autre, et c'est quelle est la nature de ce pas. Mais au fond, je pense qu'il faut rester sur Anchorage et sur ses résultats. Est-ce qu'Anchorage permettra que ces discussions s'ouvrent dans un esprit de cessez-le-feu et dans un esprit de discussion diplomatique entre 2 nations souveraines mais en guerre, mais qui cherchent à trouver un compromis, ou est-ce que la guerre, les bombardements continueront? Vous avez vu que, vous l'avez montré d'ailleurs, que cette nuit, il y a eu des drones ukrainiens qui sont venus sur la Russie, qui était une réponse. Raffinerie, c'est l'objectif numéro 1 des Ukrainiens. Ce qui était une réponse à ce qui s'était passé la veille sur ce qu'on a appelé, peut-être de façon exagérée, des percées de l'armée russe sur le territoire ukrainien. On voit bien que tout ça, c'est la préparation de ces discussions. Mais est-ce que ces discussions aboutiront à un chemin apaisé, ou est-ce qu'elles n'aboutiront pas à ce chemin apaisé? Je ne présage pas du résultat des discussions. Je présage du climat qui permettrait d'entrer dans un processus qui aboutirait à un accord. Nous en sommes. L'interrogation de demain soir, c'est est-ce que ce chemin s'ouvrira de façon tranquille et apaisée, ou est-ce qu'il ne s'ouvrira pas? Alors écoutez le principal conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il s'appelle Mikhailo Podolyak, et lui, pour lui, Poutine, dans cette histoire d'Anchorage, et puis peut-être de la suite, son objectif, c'est principalement de gagner du temps. Trump se rend là-bas pour arriver à un cessez-le-feu. Poutine, lui, à mon avis, il vient avec un autre but. C'est pour faire traîner les choses, ce qui permettra aussi à la Russie de continuer son expansion, ou pour promulguer les conditions russes. Voilà, M. Podolyak était hier soir en direct sur LCI chez Darius Rochebin. Ça se défend, ça, de dire aussi Poutine peut gagner un peu de temps, faire souffler ses troupes, se réarmer, alors les Ukrainiens aussi, pendant ce temps-là, mais ça peut être un des objectifs. Écoutez, Olivier Védrine l'a dit à cette antenne et sur une autre antenne. Violetta a tout dit tout à l'heure, je veux dire, il y a... que peuvent proposer les Ukrainiens, sinon leur seul atout qui est leur détermination dans la défense. Mais c'est vrai qu'on fait gagner, plus il y a de négociations qui vont traîner,
plus Poutine se réarme. Il l'a dit, il le fait. Et on sait que les Européens sont en retard. C'est surtout le réarmement qui est important. Les territoires, il en grignote quelques mètres carrés ici et là. C'est pas ça qui aura des conséquences spectaculaires dans les semaines qui viennent. En revanche, il gagne le danger des négociations. Et j'ai rappelé l'exemple de la Corée tout à l'heure. C'est que Poutine a le temps de se réarmer. C'est pas M. Gégaud qui va me contredire en rappelant que les Européens ont pris énormément de retard dans le réarmement, n'est-ce pas ? Alors on est peut-être en train d'essayer de le rattraper, ce retard d'ailleurs en ce moment. Il était temps. Militaro-industriel européen se met en marche là. Doucement, mais il se met en marche. La question des sanctions, il veut aussi desserrer les sanctions directes et puis les sanctions indirectes aussi. En fait, les menaces de Trump par rapport aux autres pays qui achètent des hydrocarbures, notamment ça fait mal aussi parce que même si la Russie vend avec des prix vachement baissés à la baisse en fait à ces pays, les marges sont amoindries, mais ils gagnent quand même beaucoup d'argent. Et donc c'est cette question de problématique de sanctions qu'il aimerait à tout prix essayer de libérer un peu, de gagner un peu de temps. Et par contre, sa mission principale, c'est la capitulation de l'Ukraine. Et donc, c'est pour ça, quand on a dit qu'il y a eu 20 cessez-le-feu qui ont tous été violés, le problème, c'est qu'un 21e cessez-le-feu, s'il n'y a pas les garanties en face, et quelles garanties, pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu parler, ça mènera à rien. Il est 10h pile sur LCI, le journal. Eh bien, on va commencer par les orages en France. Si vous le voulez bien, nombreux orages qui ont éclaté hier, faisant plusieurs dégâts. Après des jours de chaleur, de nombreux départements sont touchés. Les images sont impressionnantes, dans la Nièvre notamment, où nos équipes ont pu se rendre. L'heure est à la constatation des dégâts. Sur place, on va retrouver Camille Lepape et Maëva Pourchet. Eh bien oui, le vent, les orages et la grêle ont fait beaucoup de dégâts dans le département, notamment ici dans ce camping où, regardez, de nombreux arbres sont tombés, parfois sur des tentes. Heureusement, les gérants ont agi vite, il n'y a eu aucun blessé. Je suis justement avec le gérant, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Le ciel s'est assombri, le vent s'est allongé, donc on a juste eu le temps de prendre le mégaphone, de rassembler tout le monde dans une salle. Et ensuite, la grêle est tombée, on a appelé les pompiers et en sortant de cette salle, c'était la désolation complète. Les arbres étaient fracassés, les tentes étaient sous les arbres, les vélos d'un club d'enfants avaient volé, c'était la désolation complète. Maintenant, place au nettoyage et heureusement, aucun blessé, aucune voiture abîmée, donc on s'en sort plutôt bien, mais il y a beaucoup de nettoyage à faire. Merci beaucoup, les pompiers ont dénombré pas moins de 180 interventions dans le département de la Nièvre. Et même si une petite accalmie est observée, il fera encore très chaud aujourd'hui. 75 départements placés en vigilance orange canicule. Les températures qui seront néanmoins en légère baisse, mais qui resteront tout de même étouffantes sur une grande partie du pays, vous le voyez. On va retrouver maintenant Matteo Ciaravino. Vous êtes à Bornes-les-Mimosas dans le Var, où les restaurateurs, Matteo, cherchent des solutions, eux aussi, pour s'adapter à la chaleur. Oui, effectivement, nous sommes dans la deuxième attraction de Brégançon, juste après le fort, et nous retrouvons le propriétaire de ce restaurant, justement. Laurent, bonjour. Bonjour. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes à la tête de cet établissement, et vous avez dû trouver des solutions pour que la chaleur soit plus supportable. Trouver des solutions, c'est... Vous voyez, on a essayé de s'adapter en tout cas. Après, la plupart du temps, les gens qui bossent avec nous sont d'ici, donc la chaleur, on la connaît, on s'est un peu habitué au fil du temps. Après, on a quand même un établissement qui est très, très ombragé, donc c'est assez sympa. C'est pénalisant en avant-saison et en fin de saison parce que y a trop d'ombre, mais à cette période, ça fait du bien. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de végétation. Alors, on attend près de 35 degrés dans l'après-midi. C'est une chaleur qui est compliquée à supporter pour les employés. Qu'est-ce que vous leur proposez pour que ça soit plus supportable ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de leur proposer quoi que ce soit, ils le font d'eux-mêmes. Les bouteilles d'eau fraîche, on a mis des ventilos un peu de partout. Après on n'a pas le choix, entre les moteurs de frigo, les plaques de cuisson, il fait plus chaud que la normale pour nous. Mais bon, on n'a pas le choix, on y va. Merci beaucoup Laurent pour ces explications. Évidemment, il faudra rester attentif puisque vous le savez, 75 départements sont toujours en vigilance orange actuellement, dont le département du Var où nous nous trouvons.
Merci beaucoup Mathéo, avec Camille Souhaut à vos côtés. Alors que les incendies se multiplient en Europe, vous le savez, en Grèce, mais également au Portugal, en Espagne, le gouvernement en est à demander l'aide de ses voisins européens pour lutter contre ces feux de forêt géants. On apprend ce matin qu'une troisième personne est décédée, une personne qui essayait d'éteindre justement les incendies. Le pays a demandé 2 Canadair supplémentaires, annonce le ministre espagnol de l'Intérieur. Et puis en France, l'incendie exceptionnel survenu la semaine dernière dans l'Aude pourrait avoir une cause criminelle, selon le parquet de Montpellier qui mène l'enquête. Rappelons que plus de 17 000 hectares ont brûlé dans le massif des Corbières. Venons-en à présent à ces 2 hommes soupçonnés d'être des complices du narcotrafiquant Mohamed Amra, vous vous en souvenez, qui s'était évadé en 2024 après l'attaque sanglante de son fourgon pénitentiaire. Ces 2 hommes ont été extradés du Maroc hier. Ils ont été mis en examen, aussitôt écroués à Paris. Et puis venons-en à cette découverte macabre hier à proximité de Choisy-le-Roi. 4 corps ont été retrouvés flottant dans la Seine. Raphaël Maillochon, vous nous rejoignez à l'instant du service police-justice TF1 LCI. On vient de vous voir, c'est une personne qui a d'abord aperçu un premier corps et qui a aussitôt donné l'alerte aux policiers. Oui, cette personne, elle était à bord d'une rame du RERC au niveau de Choisy-le-Roi et en regardant par la fenêtre, effectivement, elle aperçoit le corps d'un homme qui flotte dans la Seine. Les agents se rendent sur place, aperçoivent donc le corps, ils préviennent leurs collègues de la brigade fluviale qui, eux, arrivent en bateau. Ils vont naviguer dans une zone sur environ 50 mètres, découvrir un deuxième corps qui flotte en bordure du quai. Et puis, comble de l'horreur, 2 autres corps sont aperçus quelques minutes plus tard. 22 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, ainsi que des plongeurs. Selon nos informations, il s'agit de 4 corps d'hommes majeurs qui seraient immergés depuis plusieurs jours dans l'eau. Les corps ont été transportés à l'Institut médico-légal pour des autopsies. La PJ, la police judiciaire du Val-de-Marne, s'est rendue sur place, mais l'enquête est confiée à 7h au commissariat de Choisy-le-Roi. Merci beaucoup Raphaël, c'est vrai que c'est étonnant, une telle découverte, 4 corps dans la Seine flottant. L'étranger, les diplomates de 184 pays n'ont plus que quelques heures ce jeudi pour tenter de forger à l'arraché un texte commun qui établirait un premier traité international de lutte contre la pollution plastique, après le rejet massif mercredi d'un projet de texte de synthèse qui n'avait pas été retenu. Les débats en séance plénière, ça se passe à Genève, en Suisse, autour d'une proposition de synthèse rédigée maladroitement d'une dizaine de pages, se sont déroulées dans une grande confusion. On va essayer donc de trouver un nouvel accord. Le Bitcoin a atteint son plus haut niveau ce jeudi matin dans les premiers échanges asiatiques, dépassant pour la première fois le seuil des $124 000 porté par la hausse des actions américaines, l'intérêt des investisseurs institutionnels et une législation américaine favorable. La star des crypto-monnaies, qui a battu son précédent record du 14 juillet dernier, dépasse même brièvement les $124 500 avant de refluer quelque peu. Et puis le foot, vous le savez, le PSG a décroché hier soir la Super Coupe d'Europe face à Tottenham au tir au but. Après avoir été mené 2-0 pendant 80 minutes, les Parisiens sont revenus in extremis au score avant de s'imposer 4-3 au tir au but grâce à Kang In Lee et à Gonzalo Ramos. Le PSG remplit à nouveau son armoire à trophées avec cette victoire et ponctue une saison 5 étoiles. Voilà pour le journal. Revenons-en à 10h08 à la situation en Ukraine, avec, vous le savez, cette rencontre très attendue en Alaska demain à Anchorage entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On va revenir notamment sur ce qui se passe sur le terrain, parce que pendant cette rencontre, malheureusement, les combats de part en part continuent. Et puis, en plus, Vladimir
Poutine brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. On sait qu'il y est habitué, en diffusant, ou plutôt en laissant diffuser à son corps défendant, parce que ce sont des images satellites occidentales. C'est Le Monde qui nous l'apprend, qu'il va y avoir un test nucléaire d'importance avec ce qu'on appelle le Tchernobyl volant. On va le voir, c'est un missile qui est à propulsion nucléaire, qui a une portée indéfinie. Et c'est en ce moment que ce tir pourrait avoir lieu. Bonjour Général Jean-Paul Perruche, vous êtes ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Évidemment, ce n'est pas innocent de voir ces images à quelques 24 heures avant la rencontre Trump-Poutine. Eh bien, en effet, Vladimir Poutine a bien préparé sa réunion au sommet avec Donald Trump et on voit converger les signaux de la puissance russe. C'est d'abord les offensives sur le terrain, c'est les pourparlers avec la Biélorussie montrant que on pourrait, et puis l'exercice Zapad, donc qui est un exercice de répétition des forces russes en cas de problème avec l'Ouest. Et puis maintenant, on a cette information de nature technique ou technologique qui montre combien les Russes sont en avance dans ce domaine et que par conséquent, ils sont en position de force aussi dans ce domaine-là. C'est quoi ce missile Tchernobyl volant avec une propulsion nucléaire ? Ouais, écoutez, c'est la propulsion nucléaire, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque vous savez bien que ça existe déjà sur un certain nombre de bâtiments de mer. Mais jusqu'ici, on ne connaissait pas de missiles aériens avec propulsion nucléaire. C'est l'avantage de ce type de propulsion, c'est de ne pas être limité par la portée ou dans le temps, si vous voulez. Et donc, c'est un avantage supplémentaire. Maintenant, la technologie, ça doit être quelque chose d'assez fin, parce que là, ça va très très vite, contrairement à ce qui pourrait se passer sur la mer. Et donc, il faudra voir ce que ça donne après certification. On rappelle que le premier essai, d'ailleurs, s'était mal passé. Il y avait même eu des morts par radioactivité. Enfin, ça n'avait pas marché. Mais c'est quand même étonnant de voir un Poutine, pendant qu'il s'apprête à négocier, de ressortir l'arme nucléaire. Vous savez, je crois que c'est périodique dans la stratégie de pression sur l'Occident exercée par Vladimir Poutine. Il s'agit toujours d'entretenir la peur qu'une escalade ne mène finalement à une confrontation de nature nucléaire qui serait catastrophique pour les populations, etc. On sait bien que ça, c'est de la propagande, parce que, encore une fois, je ne crois pas que les dirigeants russes soient suicidaires, et ils savent très bien que engager une confrontation en utilisant le nucléaire aboutirait inévitablement à une destruction mutuelle assurée, y compris de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Donc, je crois qu'il ne faut pas là céder au chantage russe, mais évidemment, ça fait partie des fameuses menaces hybrides et donc le travail psychologique des populations occidentales en envoyant ce type d'informations à espace régulier. Alors, vous l'avez mentionné, il y a également en Biélorussie, encore une fois, on va peut-être revoir une carte, mais c'est vraiment collé à l'Europe, et notamment à la Pologne, aux pays baltes. Il va y avoir des exercices conjoints russes et biélorusses Zapad 25 en septembre, mais pour la première fois, on apprend quoi ? Eh bien que les Biélorusses vont se former à des exercices, là aussi, de déploiement de missiles nucléaires en Biélorussie. Là aussi, c'est pour faire peur, pour dire à l'Europe de l'Ouest, regardez, maintenant on se rapproche encore un peu plus. Absolument, c'est un élément supplémentaire que je mentionne effectivement tout à l'heure. Si vous vous souvenez bien, déjà, il y a 2 ans et demi, la question du déploiement de moyens de lancement nucléaire en Biélorussie avait été soulevée et largement d'ailleurs commentée de façon à alimenter les craintes des pays riverains notamment. Et puis aussi à l'époque, Vladimir Poutine pensait que en agitant la menace d'utilisation d'armes nucléaires tactiques, eh bien les Ukrainiens céderaient plus facilement aux injonctions russes.
Restez avec nous, Général. Réaction sur ce plateau. Oui, j'allais dire c'est un grand classique. On brandit le nucléaire juste avant un sommet. Oui. Pour ce qui est de l'arme nucléaire et pour ce que vous venez de dire sur la Biélorussie, c'est effectivement pas la première fois. Pour ce qui est de ce missile dit Tchernobyl volant, moi je pense que le message il est un peu différent. D'abord, c'est la propulsion nucléaire de ce missile qui est intéressante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se ravitailler et qu'il peut frapper le monde entier. On n'a pas d'équivalent en Occident. Aujourd'hui, alors, on n'est pas sûr que ça marche pour l'heure, puisque le premier essai n'a pas fonctionné. Pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent en Occident, à ma connaissance. Et le message de Poutine, c'est: je peux frapper avec une arme classique, voire avec une ogive nucléaire, je peux frapper toute la planète. J'ai un missile qui a capacité d'aller là où je veux autour de la planète, puisqu'il n'a pas de limite liée à son carburant. C'est ce qui fait la force de la propulsion nucléaire. C'est l'arme absolue. On le connaît bien avec le Charles de Gaulle. Quand vous envoyez en mer le Charles de Gaulle, il n'a pas besoin de se ravitailler en énergie pour sa propulsion. Donc, effectivement, tout ça, c'est je montre mes muscles. C'est je montre que je suis une puissance. Et c'est très antinomique, au fond, avec ce qui se passe sur le terrain, avec son incapacité à grignoter autre chose que 200 mètres par 1 kilomètre par 2 kilomètres. C'est cette espèce d'ambiguïté d'une armée russe qui veut se montrer extrêmement puissante et qui, dans la réalité, en tout cas conventionnelle telle qu'on la vit sur le terrain dans l'est de l'Ukraine, a une incapacité à avancer de façon très, très importante. Mais c'est logique qu'à la veille d'une négociation, Poutine, qui est un expert dans l'art de se montrer plus fort qu'il n'est, ait voulu afficher ses muscles et au fond faire peur. Juste une petite remarque. La question est quand même, pardonnez-moi, mais est-ce que ça peut faire peur ? Parce que, bon, l'Occident aussi a du nucléaire. Le général Perruche le signalait, le premier qui appuie sur le bouton, il est mort. Hein. Tout à fait. Bon. Effectivement, donc juste pour dire que les Ukrainiens, là-dessus aussi, ils nous ont encore surpris, ils ont fait une forme d'exploit. C'est le premier pays qui a osé envahir le territoire d'un pays nucléaire, en fait, quand ils ont eu l'opération de Kursk. Exactement. Et il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu la fin du monde. Ouais. Maintenant, effectivement, pour revenir sur le rôle de la France, il faut rendre hommage au génie de Charles de Gaulle, qui au moment où l'arme nucléaire française a été conçue et lancée, elle a été construite de sorte à avoir la totale autonomie, ne pas être dépendant des États-Unis, différemment de ce qui se passe par rapport avec le système nucléaire britannique, par exemple. Donc aujourd'hui, la France a, dans l'héritage de Charles de Gaulle, a une place, en fait, il y a un leadership à jouer, à retrouver, à impulser, à renforcer. Elle ne joue pas assez ? Pas assez, parce qu'effectivement, l'Europe de l'Est a peur, pour revenir sur la peur, parce qu'on a la mémoire très fraîche, en fait, de revanchisme, impérialisme russe, la Pologne, les autres pays de l'ancien pacte de Varsovie. Et donc, si la France aujourd'hui venait dire, OK, mais mettons-nous, discutons comment faire pour que notre parapluie nucléaire, en fait, puisse s'étendre. Emmanuel Macron pour l'a protéger. esquissé, a dit ça pourrait être le parapluie de l'Europe. Mais ça devrait être, et c'est là que la France, du coup, deviendrait, en fait, un espoir aussi, et une forme de défense pour l'Europe de l'Est, et ça rapprocherait vachement, parce qu'on sent un hiatus, en fait, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. À l'Ouest, on a l'impression, parce qu'on est un petit peu plus loin, la guerre est un peu plus loin, on est moins concerné. À l'Est, c'est pas tout à fait la même posture. Non, c'est exact. Les Polonais nous le rappellent, par exemple, constamment, en disant, vous êtes bien gentils, vous, la France, l'Espagne, l'Angleterre. C'est là la vision. Nous, c'est en face. Hein. C'est là la vision stratégique qu'aujourd'hui, le président Macron a essayé d'impulser. Il faut lui rendre aussi courage. En février 2024, il fallait avoir du courage quand même pour être le seul en Europe pour dire on ne laissera pas tomber l'Ukraine, même s'il faudra envoyer des soldats, c'est pas exclu, c'est une option sur la table. Et je me souviens qu'à l'époque, il était bombardé par les alliés, par les autres pays européens, par les médias en France, par l'opinion publique, qui n'était pas prête, en fait. Mais moi, j'ai fait une formation IHEDN, donc effectivement, parce que j'avais besoin à un moment donné de comprendre un peu mieux. Au sein de, quand tu discutes avec les représentants de l'armée et tout, on est conscient quand même que la Russie est une menace aujourd'hui, avec le cyber, avec les ingérences sur les réseaux sociaux, en fait, toute la propagande, dans les élections et tout, la guerre hybride. Donc il ne faut pas rester dans le monde des bisounours, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'y est pas dans le monde des bisounours quand même. L'Europe a une chance seulement si elle trouve les paramètres d'une paix armée.
Ouais. C'est bizarre de dire ça ainsi, mais il faut qu'on soit très fort, il faut se rebooster le système, l'industrie de la défense pour éviter la guerre. Donc protéger aujourd'hui les Ukrainiens, c'est protéger les Français et les Européens demain. Je crois qu'il y a une prise de conscience, vous l'avez dit, Emmanuel Macron a dit des choses, notamment sur la mise, entre guillemets, à disposition du parapluie nucléaire des autres pays d'Europe et l'installation éventuelle de sites pour lancer des missiles nucléaires sur les pays en dehors du site national. Bien sûr, avec un commandement qui restera un commandement français, pour appuyer sur le bouton ou ne pas appuyer sur le bouton. Je pense que tout ça est une prise de conscience qui est peut-être un côté, au fond, moi qui suis un Européen plutôt positif, d'un réveil. Le seul problème, c'est que ça va très lentement. Le seul problème, c'est qu'on est à un rythme qui n'est pas le rythme du monde actuel, qui n'est pas le rythme de Poutine, qui n'est pas le rythme de l'Amérique, et que le réveil européen risque d'être un réveil trop tardif. C'est ça le fond du sujet. Alors, général... Et si on n'accélère pas l'industrialisation, la production d'armes, la stratégie européenne vis-à-vis... Et on l'accélère en ce moment, hein. Moi, je trouve qu'on l'accélère dans les discours et pas assez dans les actes et dans la réalité du quotidien. Qu'on n'a pas assez, comme on dit, général, sur étagère de moyens, d'armes, de munitions, de drones prêts à fonctionner. D'ailleurs, les Polonais, eux, s'équipent sur leurs étagères. Ils vont acheter, y compris en Corée, ce qui est disponible aujourd'hui dans le monde. Ouais. Et qu'on n'est sans doute pas assez... la conscience est là, mais la rapidité d'exécution n'est pas là aujourd'hui. Et ça peut être terrible parce que Poutine a bien compris aussi que c'est un jeu de vitesse et peut essayer de nous prendre sur ce terrain. Ça va beaucoup plus vite dans une dictature, hein, c'est clair, que dans des démocraties. Général Perruche, votre réaction sur tout ce qui vient d'être dit là? Oui, alors ce qui est très important lorsqu'on évoque la défense de l'Europe par les Européens est le lien à faire avec la dissuasion nucléaire française, éventuellement d'ailleurs complétée par celle des Britanniques. Je crois que le point central, si vous voulez, si on veut être crédible pour défendre l'Europe, c'est d'avoir une approche globale, une unité d'action. Une unité d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer en Europe, entre Européens, une capacité opérationnelle avec les structures militaires qui vont bien et qui peuvent être des structures créées comme celle de l'OTAN entre des États en coalition. C'est-à-dire que ce n'est pas automatiquement une armée européenne centralisée qui reste un peu mythique à ce stade pour des raisons politiques. Mais vous voyez, il faut une planification des menaces visant les Européens par les Européens eux-mêmes et un système comparable. Ça fait des années qu'on essaye de créer une armée européenne et que ça ne marche pas. Enfin, je ne sais pas, mais ça fait 50 ans qu'on en parle. Si on fait une planification opérationnelle globale, on va voir qu'il y aura d'abord les moyens conventionnels à engager et après, il y aura un lien qui s'établira pratiquement automatiquement avec les systèmes de dissuasion nucléaire. Donc, je pense que parler de l'extension de la dissuasion nucléaire française à l'Europe sans la relier à cette approche globale de la défense de l'Europe, eh bien, c'est une erreur. Alors, restez avec nous. À 10h22, on attend toujours l'arrivée de Volodymyr Zelensky à Londres, qui va voir... Je crois que c'était sur votre plateau. Non, qui vient voir le Premier ministre britannique. On aimerait bien, on l'accueille quand il veut. Et Volodymyr Zelensky, ici, attendu au 10 Downing Street, évidemment. Pendant ce temps aussi, les combats classiques continuent côté russe. J'aimerais voir juste une petite séquence. Alors, c'est les Ukrainiens qui nous l'ont diffusé, mais de la violence des combats homme contre homme dans la campagne ukrainienne. Regardez. Давайте, пацани, стрілку дню туди і далі движення. Прийом. Там еще один должен быть, не знаю, есть. Одного завалили, а другой еще там. Вылазь, сука, говорю, нахуй. Там блиндаж. Там блиндаж, пацаны. Контролем блиндаж. Скільки знищили, прийом? 6 штук. Нормально. Я їм мовчать, це від ігри, плюс-плюс. Услышали ваши голоса, как принял. Максимально внимательно.
Где Это мое, да? Да. Либо ты, либо ты. Ты нашка? Не знаю. Сюда. То есть волна один. Первый трофейчик. Проверьте всех противников на наличие радиостанции. Я проверю. Есть рация, есть. Плюс. Пацаны красавчики, все. Слушайте теперь радиостанцию, принимайте информацию с радиостанции.